Bienvenue dans le dernier volet de cette série d'émissions. Votre invité, Isette Ardan-Mascoli, a publié dernièrement un petit ouvrage qui synthétise ce que représentent les Upanishads. Voilà, ça s'appelle Les Maîtres des Upanishads, la sagesse qui libère, c'est paru chez Point. Un petit livre, je dois le dire, qui est accessible et éclairant, même si ça traite de notions quand même assez, parfois ardues ou profondes sur les matières de spiritualité. En début de semaine, on entendait Isette Ardan-Mascoli expliquer que la raison de sa petite publication, c'était à trouver dans une conversation avec son éditrice sur le besoin de sagesse qu'on aurait ici chez nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va évoquer cela un petit peu plus loin. Mais pour cette dernière émission, je vous l'ai suggéré hier, je voulais aussi avoir une rencontre un peu plus personnelle avec Isette Ardan-Mascoli pour comprendre ce qui elle-même l'avait projeté sur l'horizon des Upanishads et de l'hindouisme. Hier, nous parlions de la manière dont nous sont parvenus les Upanishads en Occident. Alors cette fois, on va parler de la manière dont Isette Ardan-Mascoli a quitté l'Occident intellectuellement pour se porter sur cet horizon-là. Je lui ai demandé justement par quel chemin elle y était parvenue. Bon, alors c'est un parcours qui n'est pas du tout linéaire en fait. Et je dirais que le responsable de mon intérêt pour les Upanishads, mais enfin plus largement pour l'hindouisme et l'Inde, ça a été Carl Gustav Jung. J'ai découvert Jung quand j'étais dans ma dernière année de lycée. Et donc, en fait, j'ai découvert quelqu'un qui m'a absolument passionnée et je me suis mise à lire Jung. Ensuite, à l'université, j'ai fait des études d'histoire et d'anthropologie des religions. Et quand est venu assez longtemps après le temps de ma thèse, j'ai cherché un professeur à la Sorbonne, puisque j'étais à la Sorbonne, j'ai cherché un professeur pour prendre ma thèse que je voulais sur Jung. Je voulais analyser d'une manière critique les notions de symboles et d'archétypes chez Jung et voir si ces notions étaient utilisables pour une histoire comparée des religions. Donc c'était un sujet qui était bien précis. Néanmoins, je n'ai trouvé qu'une seule personne dans la Sorbonne pour prendre ce sujet. Vous savez sans doute qu'en France, on était très friands de Freud et de Lacan, mais très peu de Jung, qui ne correspondait pas à notre esprit rationnel national. Bon, bref, tout ça pour dire que à ce moment-là, j'ai creusé dans une perspective scientifique, critique, l'œuvre de Jung, et je suis tombée sur son intérêt pour l'Inde, sur sa conception du self, du soi. J'ai découvert qu'il avait une grande connaissance des textes, de la Bhagavad Gita, des Upanishads, etc., dans des traductions qui n'étaient pas aussi satisfaisantes que celles qu'on a aujourd'hui, mais néanmoins. Et au fond, c'est en grande partie lui qui a éveillé mon intérêt pour l'Inde. Bon, et puis un peu plus jeune, j'ai vécu aussi la période de mai 68. J'étais encore adolescente, mais en 68, il y a beaucoup de gens se sont intéressés à l'Inde. Bon, donc tout ça a participé de mon intérêt pour l'Inde. Et je suis passée à la pratique, si je puis dire, quand j'étais enceinte de mon premier enfant et que je n'ai plus pu faire du tout de sport. Et j'ai commencé le yoga. Alors au fond, tout ça a fait un ensemble. Le yoga, j'en avais déjà entendu parler dans les textes. C'est pas ce qui se passe en général quand on commence le yoga. On le voit avant tout comme une pratique presque gymnique. Moi, je l'avais déjà vu comme une philosophie. Et la pratique est venue mettre de la chair et du corps dans ses connaissances. Voilà, donc ça c'est le point de départ. Alors, cet intérêt pour l'Inde, il passe par Jung, il passe géographiquement par la Suisse. Vous êtes allé sur les rives du lac de Zurich, à Küsnacht, entre autres, voir où Jung avait travaillé. Vous avez ensuite voyagé, ou même peut-être déjà avant, à plusieurs reprises en Inde. Donc vous êtes une chercheuse, une intellectuelle de terrain aussi, on pourrait dire. Alors, je suis pas vraiment partie chercher l'Inde en Suisse. Là, je cherchais vraiment à voir les lieux dans lesquels Jung avait vécu. J'étais plutôt sur les traces de son autobiographie, ma vie. J'aurais ardemment souhaité le connaître. C'était pas possible, c'était génération trop ancienne pour moi.
Et donc j'ai eu la chance en fait de pouvoir rentrer dans la maison de Bollingen, donc sur le haut lac de Zurich. Ça a été une coïncidence, ou peut-être que les dieux de l'Inde, alors pour le coup, étaient avec moi. Mais il se trouve qu'une de ces petites filles venait de faire de la planche à voile sur le lac, et elle rangeait sa planche dans la maison. Et donc la maison était ouverte, et elle m'a permis de rentrer dans une partie de la maison. Bon, j'ai pas pu tout voir, mais j'ai vu quand même les peintures, une partie des peintures, des mandalas que Jung avait peints, et des différentes figures qu'il avait peintes dans sa période de grande remise en question, de grande réclusion dans ce lieu de Bollingen. Donc ça m'a marqué pour le restant de mes jours. Ça a vraiment été un voyage initiatique. L'Inde, j'y ai voyagé très tard. En fait, j'ai fait un peu tout à l'envers de ce qu'on fait habituellement. C'est-à-dire que je l'ai arpenté intellectuellement, culturellement. J'ai travaillé sur l'art de l'Inde, etc. avant d'y aller. Quand j'y suis allée, je dirais pas que tout était clair pour moi, pas du tout. Parce que rien n'est jamais clair en Inde pour les Occidentaux. Mais j'ai reconnu des choses, j'ai pu déchiffrer aussi un certain nombre de réalités, à la fois humaines, religieuses, politiques aussi, grâce à ces connaissances que j'avais accumulées. Iset Arnaud-Masquelier, quand vous allez en Inde pour la première fois, c'est pour y chercher des informations, une forme de connaissance supplémentaire par rapport à vos études, ou c'est pour expérimenter quelque chose? La première fois, j'ai souhaité m'immerger, donc j'étais beaucoup plus dans la dimension expérience, avec la volonté, enfin qui ne peut pas se réaliser parce qu'on ne se refait pas, mais la volonté de laisser mon intellect et mes connaissances tout à fait de côté. Au fond, on pourrait dire que je voulais suivre le conseil des sages des Upanishads, qui était de laisser de côté les savoirs, qui sont quantitatifs, pour une connaissance qui était plus intuitive. Alors bon, ça s'est fait quand même, et j'ai souvenir de cette grande immersion dans le sud-est de l'Inde, la région qui est aujourd'hui le Tamil Nadu, l'état du Tamil Nadu, qui est un état qui était encore bien traditionnel quand j'y suis allée, où l'hindouisme a laissé sa marque puissante, puisqu'il n'a jamais été détruit. Il y a une continuité très grande là. Et bon, j'ai souvenir donc de ce temps d'immersion. Et au fond, chaque fois que je vais en Inde, je retrouve ce sentiment d'immersion, c'est-à-dire et même d'être submergé. On va en Inde et on est perdu quelque part. On est perdu parce qu'on est un élément parmi 1,2 milliard d'êtres humains, parce qu'il y a une diversité inouïe, diversité des cultures, des modes de vie, etc., qui est vraiment incroyable. C'est un kaléidoscope perdu parce que la dimension historique, antique, se mêle à la dimension contemporaine. Je vous donne juste un exemple, mais quand vous visitez un site archéologique et que vous avez des bas-reliefs ou des statues en haut relief de divinités, vous avez toujours des fleurs, de l'encens, etc. devant ces divinités. Donc il n'y a pas cette distance historique que nous avons qui fait du champ archéologique quelque chose qui est définitivement passé. Non. Donc dans ce grand... ça remue complètement nos repères. Ça met en désordre nos repères. Et ensuite, nos repères se recomposent autrement, ça nous change.
C'est ce que disent tous les voyageurs qui sont allés en Inde. Je ne me compare pas aux grands comme Mircea Eliade, Henri Michaud, Tabouki et bien d'autres. Mais c'est bien ça qu'ils éprouvent. C'est ce chamboulement intérieur que produit l'Inde. Qu'on y soit allé ou pas, on peut parfois porter ce regard sur l'Inde comme un pays empreint de religiosité. Cette manière de le lire traduit peut-être d'abord aussi notre manière de séparer la religion de la vie publique laïque ou d'autres choses, peut-être particulièrement en France. Comment est-ce que vous appréhendez cette notion-là pour connaître les deux terrains? Est-ce que dire cela ou voir cela de l'Inde, est-ce que c'est d'une part trop simple? Et est-ce que ça ne parle pas d'abord de nous-mêmes au fond? Alors, tout à la fois. C'est-à-dire, d'une part, c'est très juste. La religion est partout. Elle est dans les rues, les processions sont innombrables, les temples partout, toutes sortes de divinités, des fêtes, je ne sais pas combien il y a de jours fériés, selon les États ça diffère, mais parce que il y a les anniversaires du Dieu, du temple, des saints, la relation à une personne qui est considérée comme un saint ou un sage est fortement sacralisée. Donc on est dans un monde qui est très religieux. Et en même temps, on est dans un monde qui est très contemporain. Et ça nous perturbe parce que en Inde, je ne parle pas d'autres mondes, mais en tout cas dans le monde indien, on voit que l'hindouisme s'est parfaitement adapté à la modernité, qu'il l'a phagocyté même, et que on fait des très bonnes affaires, tout ce qu'il y a de plus profane, sous l'œil du dieu Ganesh, et en priant Ganesh pour que ses affaires se passent très bien, comme on l'a fait en Europe, dans les pays catholiques aussi bien que protestants, jusqu'à une époque récente. Et les Indiens ne voient aucune contradiction là-dedans. Donc si on adopte leur point de vue, ça révolutionne pas mal nos propres idées à nous. Bon. Ce qui rend les choses un peu complexes, c'est qu'on ne peut pas dire non plus que, alors dans ce monde-là, il n'y a pas de différence entre le sacré et le profane, puisque la religion est partout. Ben si, il y a des différences. L'État est un État laïque, démocratique et socialiste, jusqu'à nouvel ordre. Ça veut dire qu'il y a une justice qui est une justice profane, qui normalement est la même pour toutes, etc. Il y a des institutions qui sont parfaitement sécularisées, sur le modèle des grandes démocraties d'Occident. Et cet État laïque est un État fort, jusqu'à preuve du contraire. Je veux dire qu'aujourd'hui, depuis que le Premier ministre Narendra Modi est au pouvoir, on voit l'aile hindoue nationaliste à laquelle il appartient prendre de l'importance. Elle a toujours existé dans l'hindouisme moderne, mais là, du fait que elle est arrivée au pouvoir, c'est elle fondamentaliste. L'État laïque, il y a des entorses à la laïcité. Voilà. Ça n'est peut-être qu'un épiphénomène, ça ne durera peut-être pas, c'est à observer. Mais jusqu'alors, l'État laïque se distingue bien des communautés religieuses. Donc on a un double phénomène qui n'est pas simple pour nous à comprendre, c'est que oui, la religion est partout, et ça dérange personne qu'elle soit partout, et en même temps, on a un État laïque qui est le garant de la liberté des communautés religieuses et de leur culte, etc. Je reviens sur la deuxième partie de ma question précédente, ça c'est ce que ça décrit de l'Inde. Qu'est-ce que ça dit de nous aussi, de se confronter à ça? En l'occurrence, vous, comme chercheuse, comme professeur à l'université, porter ce genre de connaissances, ici, dans un contexte où les choses sont très clivées, ce qui est religieux et ce qui ne l'est pas. Est-ce que c'est quelque chose de facile? Est-ce qu'il y a de la méfiance, du coup, aussi, vis-à-vis de cette culture ou cette manière d'appréhender les choses? Ça dit déjà que notre distinction entre sacré et profane, ou religieux et laïque, elle est très artificielle.
Et le monde contemporain nous en donne bien d'autres exemples. Ou plus exactement, c'est une construction qu'on a bâtie de toutes pièces, à partir des Lumières, de la Révolution, etc., de manière plus ou moins radicale selon les pays d'Occident. Et c'est une construction qu'on a crue universelle, mais qui finalement est très occidentale et ne convient pas nécessairement, pour ne pas dire pas du tout, dans d'autres mondes. Donc ça réinterroge nos propres catégories, déjà. Premièrement. Deuxièmement, inversement, ça légitime aussi cette distinction entre ce qui est de l'ordre du religieux et puis ce qui est de l'ordre du gouvernement du monde, de l'économie, de la science, enfin de toutes ces sphères qui n'ont pas, bien évidemment, à être mises sous le boisseau de la religion. Et ça légitime bien le fait que on ne peut pas prononcer d'interdiction à la connaissance scientifique et que c'est un progrès de l'avoir dit et de vivre dans un contexte démocratique qui, en principe, réaffirme bien cela. Donc voilà, c'est passionnant d'avoir un autre monde auquel confronter nos propres catégories, voir ce qu'elles ont d'artificiel, mais en même temps voir combien dans leur construction elles ont permis une liberté de conscience, une liberté d'exercice de la vie scientifique, de la vie de la pensée, etc. Isétard de Masquelive, pour revenir sur 2-3 choses que vous avez dit au fil de cette semaine, de ces entretiens, vous avez évoqué l'aspect universel des traditions sapientiales de part et d'autre. On a parlé des Upanishads en particulier cette semaine, on a évoqué d'autres traditions de sagesse également. Entre ces questions de définition, entre ce qui est de l'ordre de la sagesse ou du religieux, vous avez notamment co-dirigé un ouvrage avec Frédéric Lenoir qui s'appelle Le Livre des Sagesses. Mais quand on lit cet ouvrage, c'est une forme d'encyclopédie des religions, pour le dire ainsi, peut-être incomplète ou sélective, mais il y a quelque chose de cela. Est-ce que, quand on dit sagesse, c'est aussi quelque chose de plus ouvert que religion? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Il y a des sagesses qui ne sont pas religieuses. Après tout, Socrate a été condamné pour impiété. Et dans l'esprit de ces juges, c'était légitime. Enfin, de leur point de vue à eux, c'était légitime. Donc, je crois qu'il faut maintenir une certaine distinction entre la sagesse et la religion. Pour moi, Lévinas, Ricoeur sont des sages. Enfin, ils font d'une éthique pour aujourd'hui qui me paraît d'une grande sagesse. Et ils avaient des enracinements religieux. Bien sûr, on sait que Ricoeur était protestant, un protestant très, très convaincu. Mais en même temps, ils ont fait de la philosophie en distinguant bien de leur religion et de leur enracinement religieux. Donc je crois qu'il faut garder la distinction. Quant aux sagesses qui sont nées et restées dans le giron d'une religion, je dirais, pour moi, elles en représentent la fine pointe et elles représentent ce qui, dans la religion considérée, est le plus intériorisant et n'a pas forcément besoin de s'extérioriser. Par exemple, pas forcément besoin de rituels. Voilà, donc ça me paraît une dimension très importante. On est à la fine pointe de quelque chose qui est très intime et quand même susceptible d'être exprimé, puisque susceptible de constituer un enseignement. Voilà. Vous disiez les jours précédents, Isétard de Masquelive, que
Les sagesses sont de commun, ou vous le disiez peut-être pas en ces mots exactement, mais de porter des interrogations et qui s'adressent à des individus, à des existants. C'est le cas notamment des Upanishads dont nous avons beaucoup parlé cette semaine. Et vous aviez commencé en tout début de semaine en disant qu'aujourd'hui, on se trouve avoir un grand besoin de sagesse. Est-ce que cela veut dire qu'on ne sait plus aujourd'hui forcément bien s'interroger sur nos existences ? Est-ce que ce serait bien comprendre ce que vous dites quand vous dites qu'on a un grand besoin de sagesse aujourd'hui ? Je pense qu'on ne sait plus poser les questions essentielles, parce qu'on est tellement plein de questionnements qui partent un peu dans tous les sens, qu'il y a un grand désordre. Et lire les textes de sagesse et puis les travailler un peu avec des gens qui les commentent, parce qu'ils les arpentent depuis très longtemps, c'est pas tant trouver des réponses, parce que les réponses parfois elles mettent beaucoup de temps à apparaître et puis il faut se les construire, mais c'est apprendre à poser les bonnes questions. J'appelle une bonne question une question qui éclaire un chemin, un parcours, qui dit tiens, on n'a pas la réponse, mais c'est par là qu'il faut aller, c'est par là qu'il faut chercher. Et c'est en s'appuyant sur telle ou telle pratique que tu vas approfondir cette question et puis que des réponses vont s'élaborer. Autrement dit, la bonne question, c'est pas celle qui obstrue, qui produit de l'angoisse, mais c'est celle qui ouvre des portes, voilà, qui ouvre un espace où avancer, parcourir, cheminer. Et ça a l'air de rien, mais c'est déjà une étape très importante. C'est-à-dire quand vous êtes en possession des bonnes questions, alors vous pouvez vous orienter. Et je crois que les textes de sagesse, ils nous aident à ça. On a commencé l'entretien de ce jour en parlant de Carl Gustav Jung et des interrogations que cela a suscité chez vous. Jusqu'à aujourd'hui, comment vous diriez que vous avez avancé dans ces interrogations-là ? Quelle porte est-ce que vous avez peut-être pas franchie, mais ouverte au moins ? Alors, je vais employer le vocabulaire jungien. Je dirais que je suis sur un chemin qui est loin d'être terminé, bien sûr, que Jung a appelé le processus d'individuation. Dans individuation, il y a individu. Ça veut dire c'est ce processus dans lequel on devient de plus en plus soi-même. Processus dont Jung disait aussi qu'il vous rend de plus en plus universel ou de plus en plus sensible à une forme de résonance avec les autres, une forme de fraternité avec les autres. Bon, alors je me sens sur ce chemin-là. Les textes de sagesse, en particulier les Upanishads, mais pas seulement, m'y aident. Bon, j'ai encore fort à faire, mais voilà, ça serait là que je me situe, sur ce chemin. Je me reconnais bien là. De Paris au Tamil Nadu, en passant par les rives du lac de Zurich, c'était Isette Ardan-Mascolier, votre invitée pour toute la semaine, Pierre-Yves Moret. Isette Ardan-Mascolier, on le rappelle, elle est spécialiste de l'hindouisme, docteur en sciences des religions, et elle a publié, il y a quelques mois, ce petit ouvrage, Les maîtres des Upanishads, la sagesse qui libère, aux éditions Le Point. Merci encore à Jean-Claude Gailly pour la réalisation de cette série, Diane Dufaux, notre assistante de production, Dany Sulam pour la page internet. À vue d'esprit, une proposition de RTS Religion, un partenariat entre la RTS, Mediapro et Catinfo. Je connais, Seigneur, le Rig Veda, le Yajurveda, le Samaveda, l'Atharvana comme 4e, les vieilles légendes en 5e, le Veda des Védas, la grammaire, le rituel pour les manes, le calcul, la science augurale, la connaissance des temps, la logique, les règles de conduite, l'étymologie, la science des textes sacrés, la connaissance des démons, la science des armes, l'astronomie, la science des serpents et des génies. Voilà, Seigneur, ce que je connais. Mots que tout cela. Celui qui prend les mots pour Brahman, il peut tout ce qu'il veut, mais seulement dans le domaine des mots. Y a-t-il donc quelque chose qui soit plus que les mots ?
Assurément, il y a quelque chose qui est plus que des mots. Seigneur, faites-le-moi connaître. Extrait de la Chandogya Upanishad, chapitre 7.